Début de la série, une adolescente de 15 ans nommée Mercredi Adams arrive à l'école, le visage impassible. Elle y retrouve son frère, Pugsley, enfermé par des brutes dans un casier. Après l'avoir libéré, Mercredi lui demande qui est responsable. Mais Pugsley est trop effrayé pour donner des noms. Soudain, une vision l'envahit et lui révèle qui s'en est pris à son frère. Apprenant qu'il s'agit d'un groupe de nageurs de l'équipe scolaire, elle se rend à la piscine avec 2 sacs remplis de piranhas. Mercredi affirme que la seule personne autorisée à embêter son petit frère, c'est elle. Puis elle lâche les piranhas dans l'eau. Les nageurs fuient dans la panique et Mercredi affiche un sourire satisfait, heureuse d'avoir vengé Pugsley. Quelque temps plus tard, la scène se déplace vers ses parents, Gomez et Morticia. Lassé de ses agissements, il décide de l'envoyer à l'Académie Nevermore, une école réservée aux élèves dotés de capacités surnaturelles, où l'on apprend à maîtriser ses dons. Morticia et Gomez lui révèlent d'ailleurs qu'ils s'y sont rencontrés autrefois. Pendant ce temps, un homme part randonner seul dans la forêt près de Nevermore. Malheureusement, il est attaqué par une mystérieuse créature. Plus tard, le shérif local, Donovan Galpin, découvre son corps et lance une enquête. On apprend qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Plusieurs attaques similaires ont eu lieu récemment. La famille de Mercredi arrive alors à Nevermore. Gomez et Morticia présentent leur fille à la directrice, Larissa Williams, qui dirige l'académie d'une main ferme. On découvre aussi qu'autrefois, Larissa partageait sa chambre avec Morticia. Morticia précise que, suite à l'incident des piranhas, le tribunal a imposé à Mercredi des séances de thérapie hebdomadaires. La directrice Wims installe Mercredi dans l'ancienne chambre de Morticia et lui présente sa nouvelle colocataire, Enid. Enid est une louve joyeuse, à l'opposé total de Mercredi. Sa moitié de chambre déborde de couleurs vives, tandis que Mercredi préfère tout en noir, avec une ambiance gothique. Wims précise aussi qu'un uniforme scolaire noir a été spécialement commandé pour Mercredi. Plus tard, Enid fait visiter l'académie à Mercredi. Cette dernière affirme qu'elle n'a aucune intention de rester et soupçonne que son admission à Nevermore est un stratagème orchestré par sa mère. En parcourant les couloirs, elle tombe sur la galerie des anciens élèves. Parmi les portraits, Mercredi repère celui de sa mère, une Morticia encore étudiante. Au fil de la discussion, on apprend que les nageurs sur lesquels Mercredi avait lâché des piranhas ont été sérieusement blessés. Pour éviter à leur fille de finir dans de gros ennuis, ses parents ont choisi de l'envoyer à Nevermore. Enid poursuit la visite et présente les 4 grandes fraternités de l'école, qui rappellent un peu les maisons de Poudlard dans Harry Potter, les loups-garous, les gargouilles, les psioniques et les griffes. Elle évoque aussi Bianca Barclay, l'élève la plus populaire, une sirène redoutée pour son charme. On découvre qu'elle est l'ex-petite amie de Javier Thorpe, un artiste capable de donner vie à ses dessins. Enid confie qu'elle tient un blog de rumeurs sur la vie à Nevermore. C'est alors qu'intervient Ajax Petropoulos, un ami d'Enid dont elle est secrètement amoureuse. Il lâche qu'il a entendu dire que la nouvelle colocataire d'Enid est une dangereuse originale, sans se rendre compte que Mercredi est juste à côté. Pourtant, il semble intrigué par son allure sombre. On comprendra plus tard que sous le bonnet d'Ajax se cachent des serpents, capables de pétrifier d'un simple regard. Après son départ, Enid suggère à Mercredi d'ouvrir des comptes Instagram et Snapchat. Mercredi répond qu'elle évite tout ce qui touche aux réseaux sociaux et aux gadgets. Pendant ce temps, Gomez, Morticia et Pugsley viennent lui dire au revoir. Morticia lui explique que toute la famille est prévenue. Si Mercredi rentre chez eux, ils l'alerteront immédiatement. Elle lui conseille donc fortement de ne pas tenter de s'échapper. Pour adoucir la séparation, elle affirme qu'elle finira par apprécier l'endroit et lui offre un pendentif avec l'initiale de son prénom. Quand les parents s'en vont, Gomez libère discrètement la chose, une main vivante chargée de veiller sur Mercredi. Le soir venu, Mercredi commence à arracher la pellicule colorée qui recouvre sa moitié de fenêtre, ce qui agace Enid. Mercredi précise qu'elle a partagé la chambre équitablement. Côté arc-en-ciel pour Enid, côté sombre pour elle. Puis, elle se met à écrire son roman, y consacrant 1 heure chaque jour. Elle lance à Enid que si elle faisait pareil, son blog aurait plus de structure et de profondeur. Enid réplique en mettant de la musique dansante à plein volume pour l'énerver. Mercredi exige qu'elle baisse le son, mais Enid sort ses griffes, assurant qu'elle n'hésitera pas à s'en servir. Leur querelle est interrompue par Miss Thornhill, la responsable du dortoir, qui apporte à Mercredi une fleur noire en guise de cadeau de bienvenue. Le lendemain, Mercredi se rend au cours d'escrime. Elle observe Bianca remporter sans effort un duel contre un élève nommé Rowan, avant de se moquer de lui. Bianca demande à l'entraîneur un véritable adversaire,
et Mercredi la défie. Mercredi gagne le premier round, Bianca le second. Mercredi propose alors un troisième assaut sans masque de protection, où la victoire reviendra à celle qui fera saigner l'autre la première. Bianca accepte. Le combat est intense, mais Bianca finit par l'emporter. Plus tard, à l'infirmerie, Rowan remercie Mercredi d'avoir pris sa défense. En sortant, elle est soudain visée par une gargouille qui tombe du toit. Xavier intervient juste à temps pour la pousser et lui éviter le pire. Lorsqu'elle reprend ses esprits à l'infirmerie, elle lui demande pourquoi il est intervenu. Xavier répond qu'il rendait simplement un service. Il raconte qu'ils se sont déjà croisés enfants lors des funérailles de sa grand-mère. Pendant une partie de cache-cache, il s'était dissimulé dans son cercueil et avait failli être conduit à la crémation. C'est Mercredi qui, en entendant ses appels étouffés, l'avait sauvé alors qu'il n'avait que 10 ans. De retour au dortoir, Mercredi a la sensation d'être épiée. Une odeur familière attire son attention et elle découvre la chose, cette main vivante, cachée sous une couverture. Comprenant que ses parents l'ont envoyée pour la surveiller, elle menace de l'enfermer dans un coffre s'il ne jure pas fidélité. La chose accepte de lui obéir. Mercredi lui confie alors son plan pour s'échapper de Nevermore. Plus tard, la directrice Weems conduit elle-même Mercredi à une séance de psychothérapie imposée par le tribunal après l'incident des piranhas. Elles se rendent à Jericho, une petite ville proche de Nevermore. Avec son humour tranchant, Mercredi fait remarquer que servir de chauffeur n'est pas vraiment digne d'une directrice. Weems lui répond que Morticia l'a prévenue d'une éventuelle tentative de fuite et qu'elle est donc désormais sous surveillance directe. Chez la thérapeute, Valérie Kinbott, Mercredi reste d'abord silencieuse, mais la psychologue parvient à l'intéresser en évoquant son roman. Elle lui demande pourquoi elle ne l'a jamais publié. Mercredi répond que les éditeurs manquent de vision et que l'un d'eux a même qualifié son livre de malsain, lui conseillant de consulter un psychiatre. En guise de réponse, Mercredi lui avait envoyé un piège à souris. En pleine séance, Mercredi prétexte une envie pressante et se rend aux toilettes. Là, elle force la serrure d'une fenêtre et s'échappe. Dans la rue, elle esquive habilement la voiture où Weems l'attend et percute un inconnu. Aussitôt, une vision lui montre la disparition tragique de cet homme dans un accident de voiture. Elle finit par entrer dans un café où elle rencontre Tyler, le fils du shérif, qui travaille comme barista. Il tente en vain de réparer la machine à café, l'instruction étant uniquement en italien. Mercredi, qui maîtrise la langue, lui propose de la remettre en état en échange d'un taxi pour la gare la plus proche. Tyler lui explique qu'à Jericho, les courses se font uniquement par Uber. Mercredi précise qu'elle n'a pas de téléphone car elle refuse d'être l'esclave de la technologie. Elle répare la machine en un rien de temps et Tyler, reconnaissant, lui propose de la déposer après sa journée. En attendant, 3 brutes habillés en pèlerins viennent l'importuner. Mercredi réplique avec mordant, se moquant ouvertement du père de l'un d'eux. Les garçons décident de passer aux mains. Tyler tente d'intervenir, mais Mercredi assure qu'elle peut très bien se débrouiller seule. Elle met rapidement les 3 à terre en utilisant des techniques de kung-fu apprises auprès de son oncle fétide. Peu après, le shérif Galpin arrive et demande à son fils ce qui s'est passé. Tyler explique que Mercredi a neutralisé sans aide plusieurs agresseurs. Weems entre dans le café et sermonne Mercredi pour sa tentative de fuite. En entendant son nom de famille, le shérif se fige. Il reconnaît la fille de Gomez Adams et affirme que son père devrait déjà être derrière les barreaux. Weems ramène Mercredi à Nevermore. Sur le chemin, elle passe devant les restes d'un grave accident de voiture. La victime n'est autre que l'homme dont Mercredi avait vu la fin dans sa vision. Cette nuit-là, Mercredi joue une mélodie sombre au violoncelle sur le balcon du dortoir. Au loin, on entend les hurlements des loups-garous. La pleine lune éclaire le ciel. Enid s'approche. On se souvient qu'elle est l'une d'entre eux, sauf qu'elle avoue ne jamais avoir réussi à se transformer. Sa mère affirme que ce n'est qu'un retard, mais il y a un risque qu'elle ne prenne jamais forme de loup. Dans ce cas, elle deviendrait une louve solitaire et perdrait sa place dans la meute. Enid craint d'être rejetée par sa famille et de perdre toute chance de trouver un partenaire. Mercredi lui propose alors de lui laisser entièrement sa moitié de chambre, en échange d'un coup de main pour s'évader de l'académie. Et tant qu'à faire, elle lui demande aussi de lui apprendre à utiliser un ordinateur. Pendant ce temps, la chose s'introduit dans la chambre de Tyler et le fait sursauter. Par geste, il lui demande d'appeler Mercredi. Encore sous le choc,
Tyler lance un appel vidéo. Mercredi lui demande de la retrouver à la foire des récoltes, rappelant qu'il lui doit toujours un service pour avoir réparé sa machine à café. Elle propose même de le payer, mais il accepte de l'aider gratuitement. Le jour du festival, Larissa Wims ne quitte pas Mercredi des yeux. Enid la met en garde. Il ne faut pas faire confiance aux Nevermore, ces gens sans capacité particulière. Mercredi gagne une énorme peluche de panda au stand de fléchettes, puis soudoie le même garçon qui lui a remis le prix pour qu'il détourne l'attention de Larissa. Cela lui permet de filer discrètement retrouver Tyler sur le parking. Tyler lui tend alors un dossier de police concernant son père, Gomez, qu'il a volé dans le bureau du shérif, qui n'est autre que son propre père. Ce geste touche profondément Mercredi. Mais les brutes du café font soudain leur apparition, batte de baseball à la main. Mercredi et Tyler prennent la fuite. En pleine course, Mercredi percute Rowan, l'élève qu'elle avait croisé au cours d'escrime. Aussitôt, une nouvelle vision l'envahit. Rowan s'enfuit vers la forêt, et inquiète, elle le suit pour le prévenir d'un danger. Lorsqu'elle le rattrape, il utilise ses pouvoirs télékinétiques pour la plaquer contre un arbre, affirmant que c'est elle qui est en danger. Il lui montre alors une page arrachée d'un livre, un dessin prophétique de sa mère, où l'on voit une fillette ressemblant étrangement à Mercredi, à côté d'une école en flammes. Il explique que sa mère, une voyante puissante, a vu Mercredi détruire Nevermore et qu'il doit l'éliminer avant que cela ne se produise. Il avoue aussi être celui qui a fait tomber la statue de gargouille sur elle. Puis il commence à l'étrangler par télékinésie. Mais soudain, un immense monstre surgit de la forêt et s'attaque à lui, sans toucher à Mercredi. Quand la créature disparaît, elle s'approche du corps inerte de Rowan et prend le dessin prophétique. Plus tard, Mercredi repense à sa première semaine. On a déjà tenté de la tuer à 2 reprises, un monstre géant inconnu lui a sauvé la vie, elle a appris que son père est un criminel et elle pourrait être la cause de la chute de Nevermore. Et pourtant, loin de la terrifier, tout cela ne fait qu'attiser sa curiosité. Quand ses parents la contactent à travers un cristal magique, elle avoue à sa mère qu'elle avait raison. Elle commence à apprécier cette école. Le shérif Galpin et son équipe épuisent la forêt à la recherche du corps de Rowan, mais leur quête demeure vaine. Le lendemain matin, ils se rend à Nevermore et informent Mercredi qu'aucune trace n'a été retrouvée sur les lieux. Il doute de son récit, pensant qu'elle l'a imaginé. La discussion est interrompue par Wems, qui suggère que Rowan aurait pu simuler sa disparition pour s'échapper de l'académie. Mercredi demande alors à parler au shérif seul à seul. Dans ce moment privé, elle lui assure qu'au fond, il sait très bien que le monstre existe. Mais c'est à ce moment que l'adjointe de Galpin entre, accompagnant Rowan, vivant et indemne. Mercredi reste figé, incapable de croire ce qu'elle voit. Le jour suivant, en séance chez la psychothérapeute, on demande à Mercredi pourquoi elle a inventé l'histoire du monstre. Plus tard, elle croise par hasard Tyler dans la rue, qui fréquente la même thérapeute. Il lui confie qu'il croit à son récit sur la créature de la forêt. De retour à Nevermore, Mercredi remarque qu'Enid est entièrement absorbée par la préparation de la course annuelle sur l'eau, la Edgar Allan Poe Cup, un défi en l'honneur de l'élève le plus célèbre de l'école. Enid rêve enfin de surpasser Bianca, dont l'équipe domine chaque année. Elle est aussi soulagée que Mercredi ait choisi de rester. Véritable reine des potins, Enid confie à Mercredi une information cruciale. Rowan était en fait le colocataire de Xavier. Plus tard, en étudiant le dessin prophétique laissé par la mère de Rowan, Mercredi remarque un logo sur la feuille, celui d'un livre dont on devine qu'elle en provient. Pour en savoir davantage, elle décide de parler directement à Rowan, mais Wems l'informe que ce dernier a été renvoyé de l'école sans pouvoir en dévoiler la raison. Wems avoue également qu'elle est au courant des capacités extrasensorielles de Mercredi. Elle révèle que Morticia, sa mère, avait commencé à avoir des visions à son âge, mais que celles-ci étaient souvent instables, voire dangereuses. Pour occuper Mercredi, Wems lui propose de choisir un club à Nevermore et l'avertit qu'elle la surveillera attentivement. Mercredi demande à la chose de surveiller Rowan, convaincu qu'il cache quelque chose. Plus tard, elle le retrouve et exige de savoir pourquoi il a tenté de lui faire du mal et d'où vient ce mystérieux dessin. Mais Rowan affirme ne rien comprendre, esquive ses questions et file vers la gare. La chose s'agrippe à sa voiture pour le suivre discrètement. Arrivé sur place, Rowan se réfugie dans les toilettes et change complètement d'apparence, prenant celle d'un vieil homme. Malheureusement, la chose ne remarque pas la transformation et le perd de vue. Très vite, on découvre que ce vieil homme est en réalité Larissa Wems. Elle est métamorphe et, pour une raison obscure, a choisi de dissimuler ce qui est vraiment arrivé à Rowan cette nuit-là dans la forêt. Décidée à tirer cette affaire au clair, Mercredi se met à fréquenter plusieurs activités extrascolaires pour glaner des informations à son sujet. Elle commence par rejoindre Xavier, en plein entraînement de tir à l'arc, et l'interroge sur le comportement de Rowan. Il lui confie qu'il agissait de façon étrange depuis quelques semaines. Ensuite,
Mercredi rend visite à Bianca, occupée à répéter avec la chorale, et lui demande si elle a parlé au shérif de ce qui s'est passé dans la forêt. Bianca répond qu'elle n'en a informé que la directrice. Puis, avec un sourire sarcastique, lui propose d'intégrer la chorale, persuadée qu'elle ne sait pas chanter. En guise de réponse, Mercredi se met à chanter, et la puissance de sa voix fait littéralement éclater toutes les vitres de la salle. Finalement, Mercredi décide de rejoindre le club d'apiculture, situé tout près de l'endroit où elle a aperçu le monstre pour la première fois. Le seul membre de ce club est Eugène, un garçon timide mais gentil. Contre toute attente, Mercredi se montre douce avec lui, car il lui rappelle son petit frère Pugsley. Eugène lui propose même de découvrir ce que ça fait de se faire piquer par une abeille, ce qui parvient à lui arracher un vrai sourire. Le lendemain, Mercredi réprimande la chose pour avoir laissé filer Rowan à la gare. Ses paroles cinglantes le blessent et la chose boude. Plus tard, pendant le cours consacré aux plantes carnivores, Mercredi s'installe à côté de Xavier, l'ex-petit ami de Bianca, ce qui agace immédiatement cette dernière. Xavier lui montre alors son don, puis donne vie à une araignée qu'il vient de dessiner. Au fil du cours, Mercredi et Bianca se lancent dans un duel de connaissances en botanique, répondant tour à tour aux questions de l'enseignant. Pendant ce temps, le shérif Galpin, toujours sceptique face à la version de Mercredi concernant le monstre, décide tout de même de fouiller la forêt avec son chien. Mercredi veut elle aussi retourner sur les lieux, mais pour y parvenir, elle doit détourner l'attention de Larissa Williams, qui la surveille de près. Enid accepte de la couvrir en se faisant passer pour elle, mais pose une condition. Mercredi doit s'excuser auprès de la chose pour ses paroles blessantes. Enid lui rappelle que la chose est de sa famille et qu'il ferait tout pour elle. Mercredi ravale donc sa fierté et après une longue discussion, finit par présenter ses excuses. Elle se confie même, avouant qu'elle craint que Rowan ait eu raison, et qu'un jour elle soit vraiment à l'origine de quelque chose de terrible pour Nevermore. Finalement, ils se réconcilient. Pendant qu'Enid rejoint le club d'apiculture pour prendre la place de Mercredi, Eugène est aux anges. Jamais il n'a eu de fille dans la cabane et encore moins deux à la fois. Mais Mercredi le prévient, il n'a qu'une toute petite chance de plaire à Enid. Sitôt Mercredi parti, Eugène se lance déjà dans une tentative pour l'impressionner. Mercredi explore la forêt à la recherche d'indices sur la créature. Soudain, Tyler surgit derrière elle, lui couvre la bouche et la cache pour éviter que le shérif et son chien ne la repèrent. Grâce au grain de café qu'il garde toujours dans sa poche, l'animal ne capte pas leur odeur. Pendant qu'ils poursuivent les recherches, Mercredi raconte à Tyler tout ce qui s'est passé cette nuit-là, y compris la manière dont le monstre l'a protégé de Rowan. Peu après, elle découvre les lunettes de Rowan parmi les feuilles mortes. En les touchant, une nouvelle vision s'impose à elle. Elle aperçoit un livre à la couverture violette, d'où Rowan avait tiré ce dessin mystérieux, ainsi qu'une scène de dispute entre lui et son colocataire Xavier. Elle revoit aussi le moment où Rowan avait tenté de faire tomber sur elle la statue de gargouille. Sans perdre de temps, Mercredi, accompagnée de la chose, file à la bibliothèque pour retrouver ce fameux ouvrage. Là, elle est repérée par Mr. Neal, intriguée par ses recherches frénétiques. Mercredi lui montre le symbole du dessin laissé par la mère de Rowan et explique qu'elle cherche un livre portant cet emblème. Marilyn lui révèle alors que ce signe appartenait autrefois à la société étudiante Belladonna, dissoute il y a bien longtemps. Au fil de la conversation, elle confie être la seule à Nevermore à ne posséder aucun pouvoir surnaturel. Malgré 1 an et demi d'enseignement à l'académie, elle peine toujours à se sentir à sa place. Trop étrange aux yeux des gens ordinaires, mais pas assez hors norme pour les marginaux. Plus tard, Mercredi se faufile dans la chambre de Rowan et Xavier pour mettre la main sur le fameux livre violet, profitant du fait que Xavier soit sous la douche. En fouillant, elle découvre sous le lit de Rowan un masque intrigant, mais à cet instant, on frappe à la porte. Xavier sort de la salle de bain pour aller ouvrir, tandis que Mercredi se glisse en vitesse sous le lit pour ne pas être vu. C'est Bianca qui arrive. Mercredi écoute leur échange et comprend que Bianca est jalouse de la relation entre Xavier et elle. On apprend que leur histoire s'est terminée lorsque Bianca a utilisé ses dons de sirène sur Xavier. Après cela, il n'a plus confiance en elle et a mis fin à leur relation. Bianca tente de se justifier, expliquant que ce n'était qu'une erreur irréfléchie. Avant de partir, elle affirme qu'elle est déterminée à battre Enid lors des prochaines courses de canoë et qu'elle fera tout pour l'emporter. De retour dans sa chambre, Mercredi apprend par Enid qu'une des coéquipières de leur équipe, une vampire, a accidentellement consommé de l'ail et ne pourra donc pas participer à la compétition. Mercredi devine aussitôt que ce n'est pas un hasard et que Bianca est derrière tout ça. Décidée à lui donner une leçon, elle rejoint l'équipe d'Enid pour prendre part à la course. Mercredi demande alors pourquoi l'équipe de Bianca gagne chaque année. Enid lui explique que les autres embarcations finissent toujours par couler par accident et rappelle que Bianca est une sirène,
avec l'avantage que le règlement ne précise pas que ces pouvoirs sont interdits. Le lendemain, la compétition de canoë commence. La directrice Weems annonce les règles, 4 équipes s'affrontent. Le but est d'atteindre l'île du Corbeau, récupérer le drapeau de son équipe dans le tombeau de Crackstone et revenir au point de départ. La première équipe à franchir la ligne gagne. Dès le départ, Bianca envoie un signal à son allié, Sirène, qui plonge dans le lac et fait couler l'une des embarcations. L'équipe est éliminée, mais Mercredi était prête. Avec la chose, elle capture Sirène dans un filet. Arrivée sur l'île, Mercredi se précipite vers le drapeau tandis qu'Enid demande à la chose de distraire l'équipe des Jokers. Pendant ce temps, Enid libère discrètement ses griffes et perce la barque des adversaires. Quand Mercredi touche le drapeau dans le tombeau, elle a une nouvelle vision. Elle voit une version blonde d'elle-même, tenant un livre noir, qui lui murmure que tu es la clé. Reprenant ses esprits, Mercredi remarque que l'équipe de Bianca est déjà sur leurs talons. Sur le chemin du retour, la barque des Jokers coule, ne laissant que 2 équipes en lice. Mercredi et Enid rattrapent rapidement Bianca. Mercredi s'apprête à attaquer avec les lances prévues dans leur embarcation. Mais soudain, Sirène émerge de l'eau, libre du filet, et attaque l'équipe de Mercredi. Heureusement, la chose, excellent boxeur, assène un coup précis à la mâchoire de Sirène et le neutralise. Mercredi et Enid utilisent alors leurs lances pour percer la barque de Bianca et prennent l'avantage. Elles franchissent la ligne d'arrivée en première. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'Edgar Allan Poe Cup n'est pas remporté par Bianca. Lors de la cérémonie, Mercredi, submergé par l'attention, s'éloigne. Elle s'approche de la statue d'Edgar Allan Poe et remarque sous le livre de pierre un symbole familier, le même logo que sur le dessin laissé par la mère de Rowan. La nuit venue, elle revient à la statue et déchiffre rapidement l'inscription gravée dans la pierre. Double clic. Mercredi exécute le geste et découvre un passage secret. À l'intérieur, elle trouve une salle cachée avec une photo de ses parents quand ils étaient étudiants, révélant qu'ils appartenaient eux aussi à la société secrète Belladonna. Elle y découvre également le livre violet dont Rowan avait arraché une page. Alors qu'elle s'apprête à partir, quelqu'un lui jette un sac noir sur la tête. Quand elle reprend conscience et que le sac est retiré, Bianca, Xavier et quelques autres étudiants l'entourent, tous membres du club secret Belladonna. Mercredi semble déçue. Elle s'attendait à une secte de fanatiques et se retrouve face à un simple groupe d'élèves. Elle explique qu'elle pensait que le club avait été dissous depuis longtemps. Xavier précise qu'il avait effectivement été fermé il y a 30 ans, après la disparition d'un Nevermore, mais que récemment, la directrice Weems l'a secrètement réactivé, à condition que tous les membres restent discrets. Xavier propose alors à Mercredi de rejoindre le club, ce qui contrarie clairement Bianca. Mercredi refuse calmement, se libère et s'éloigne. Le lendemain, la directrice Larissa annonce la tenue de la journée annuelle de réconciliation. Ce jour-là, les élèves de Nevermore doivent travailler aux côtés des habitants et aider la population dans différentes entreprises. Larissa confie à Mercredi qu'elle a entendu sa prestation au violoncelle la nuit précédente et qu'elle a été impressionnée. Elle ajoute que l'instrument a déjà été installé sur la place de la ville afin que Mercredi puisse jouer pour le public. Pendant ce temps, le maire Jericho, noble Walker, rencontre le shérif Galpin et lui présente son fils, Lucas. Il s'avère que c'est le même garçon que Mercredi avait récemment maîtrisé au café. Le shérif explique au maire qu'il ne croit pas aux histoires de monstres dans la forêt et accuse les élèves de Nevermore d'avoir monté la scène de toutes pièces. Le maire lui rappelle alors que l'académie finance quasiment tout dans la ville, y compris le salaire du shérif lui-même. La conversation révèle que le maire Walker a lui-même été shérif, il y a environ 30 ans. Les élèves de Nevermore arrivent en ville et Mercredi retrouve Xavier. Il est toujours contrarié qu'elle ait refusé de rejoindre le club Belladonna. Mercredi rétorque qu'elle a des priorités plus importantes, comme retrouver le monstre. Elle lui demande s'il a parlé à Rowan après son exclusion, et il répond que non. Elle lui montre alors le dessin réalisé par la mère de Rowan. Xavier le reconnaît immédiatement. Il l'a déjà vu chez Rowan. À une occasion, il avait tenté de lui poser des questions, mais Rowan s'était emporté et l'avait repoussé avec ses pouvoirs télékinétiques. Mercredi comprend alors que c'est cette dispute qu'elle avait vue dans sa vision. Elle interroge ensuite Xavier sur l'homme au chapeau représenté sur le dessin de la mère de Rowan. Il se tient face à elle. Xavier l'identifie. Il s'agit de Joseph Crackstone, fondateur de Jericho et figure historique importante pour la ville.
Pour pouvoir accéder à l'exposition des artefacts liés au Crackstone, Mercredi demande à Enid d'échanger leur mission bénévole. Au début, Enid refuse, car sa mission est vraiment intéressante. Mais dès que Mercredi mentionne qu'Ajax sera de son équipe, Enid change immédiatement d'avis et accepte l'échange. Dans la scène suivante, Mercredi et les autres élèves de Nevermore arrivent à l'exposition des artefacts. Ils sont accueillis par une jeune fille charismatique et bavarde, Arlène, qui leur fait rapidement le tour des lieux et explique les activités prévues pour la journée. Elle leur parle de la maison des réunions, un endroit où seraient conservés les anciens artefacts de Joseph Crackstone. Mercredi se propose immédiatement pour y travailler, espérant ainsi accéder à des informations importantes. Arlène la repousse froidement, expliquant que la maison est fermée pour rénovation, et l'envoie avec Eugène dans une vieille confiserie pour distribuer des sucreries aux touristes. Pour couronner le tout, on leur attribue une tenue ridicule. Mercredi n'est évidemment pas ravi. Pour se débarrasser rapidement de cette mission humiliante, elle s'adresse à un groupe de touristes allemands dans un allemand parfait. Pendant qu'Arlène ne comprend rien, Mercredi leur explique que toute cette ville historique n'est qu'une reconstitution et que seuls les naïfs croient à ces mises en scène théâtrales. Quant aux friandises, elles proviennent de l'exploitation des peuples autochtones d'Amazonie. Les touristes choqués font demi-tour et s'en vont. Le plan fonctionne parfaitement. Pendant ce temps, Enid et Ajax travaillent dans une boutique d'antiquités où sont exposés des spécimens naturalisés de rongeurs. Leur mission, les nettoyer. Alors qu'ils sont occupés, un sans-abri s'introduit dans la boutique et vole un vieil appareil photo. Enid essaie de flirter avec Ajax, espérant qu'il l'invite à sortir. Ajax, fidèle à lui-même, ne saisit aucune allusion. Finalement, Enid perd patience et lui demande directement de l'inviter à un rendez-vous. Cette fois, Ajax finit par accepter. Pendant ce temps, dehors, Eugène vole quelques friandises qu'il dévore avec enthousiasme. Lucas, le fils du maire, arrive avec ses copains et commence à se moquer de lui. Soudain, Eugène leur vomit dessus, les surprenant complètement. Furieux, les garçons veulent le punir en le plaçant dans un pilori médiéval, mais Mercredi arrive juste à temps. Comme toujours, elle maîtrise facilement la situation. À l'un d'eux, elle brise un doigt et le cloue au poteau de honte, tandis que les autres prennent rapidement la fuite. Après l'incident, Mercredi aide Eugène à se remettre. Il se confie alors. Il n'a jamais eu d'amis et personne ne s'était jamais battu pour lui. Mercredi, avec chaleur, lui répond qu'il lui rappelle un petit frère. Ensemble, ils décident de s'introduire dans l'Original Pilgrim Meeting House. Mercredi déverrouille la porte à l'aide des gouttières dentaires d'Eugène. Tandis qu'Eugène reste dehors, Mercredi explore le bâtiment. À l'intérieur, elle tombe sur un tableau familier. La jeune fille blonde de sa vision tient un livre noir. Puis, elle trouve le livre lui-même. En l'ouvrant, elle découvre que toutes les pages sont blanches. Ce n'était qu'une copie. À ce moment, Arlène fait irruption dans la maison avec Eugène qu'elle a réussi à attraper. Mercredi l'accuse de mentir et lui demande où se trouve le bas livre. Après un moment d'hésitation, Arlène avoue que le livre original a été volé il y a un mois. Plus tard, au café, Mercredi espère parler à Tyler, mais elle tombe sur Xavier, qui est volontaire ici aujourd'hui. Xavier la prévient de rester à distance de Tyler. Peu après, Tyler s'approche de Mercredi. Elle lui demande où se trouvait l'ancien Original Pilgrim Meeting House. Il lui explique que les ruines sont quelque part dans la forêt et que les sans-abri les utilisent comme refuge. Il propose de l'accompagner, mais seulement après sa propre mission. Mercredi refuse. Elle n'a pas l'intention d'attendre et part seule. Leur conversation est écoutée par Xavier. Mercredi et la chose s'enfoncent dans la forêt et finissent par retrouver l'ancien Original Pilgrim Meeting House. Là, ils découvrent que le sans-abri qui avait volé l'appareil photo dans la boutique d'antiquité y vit désormais. Mercredi envoie la chose s'occuper de lui. Celui-ci se jette sur l'homme, qui s'enfuit paniqué. Ensuite, la chose invite Mercredi par geste à toucher les objets dans la maison pour provoquer une nouvelle vision. Mercredi refuse. Ces visions apparaissent spontanément, par hasard, et non sur commande. Pour lui prouver qu'il se trompe, elle touche à tout, mais rien ne se produit, jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte de sortie. À ce moment, Mercredi est submergée par la vision la plus intense de toutes. Elle semble tomber à travers le temps, 400 ans en arrière. Elle revoit la jeune fille blonde de ses précédentes visions. Il s'agit de Goody Adams. Goody se tient au milieu des villageois, qui la traitent de progéniture du diable. De la foule émerge Joseph Crackstone, le fondateur de Jéricho. Il accuse Goody de sorcellerie, mais elle réplique que c'est lui qui a détruit la vie paisible du village.
On découvre que Joseph et ses partisans sont venus sur les terres des exclus, des personnes dotées de pouvoirs spéciaux, les ont déclarés sorciers et ont commencé à les exterminer pour s'emparer de leur territoire. Gudi sort un couteau caché et inflige à Crackstone une profonde entaille au visage. En représailles, il ordonne de la jeter dans l'original Pilgrim Meeting House, où des dizaines d'autres exclus sont déjà enchaînés au sol, dont sa propre mère. Crackstone entre dans la maison, puis ordonne de verrouiller la porte et d'y mettre le feu. Gudi tente de sauver sa mère, mais celle-ci l'exhorte à fuir. Désormais, Gudi est leur seul espoir. À travers ses larmes, Gudi s'échappe par une trappe secrète. Mercredi semble être là, au milieu de la fumée et de la chaleur du feu. Puis, elle est soudain projetée dans la forêt, où Gudi apparaît devant elle. Gudi avertit que Crackstone ne s'arrêtera pas avant d'avoir anéanti tous les exclus. Soudain, Crackstone surgit de l'ombre et les visions de Mercredi prennent fin. Elle revient à la réalité, haletante, et raconte tout à la chose. À travers une clôture, elle aperçoit alors le monstre de la forêt. Sans hésiter, elle se lance à sa poursuite sous une pluie battante, mais le monstre est trop rapide pour être rattrapé. Sur le sol, elle remarque ses empreintes qui se transforment peu à peu en traces humaines. À ce moment, Xavier apparaît. Il explique qu'il a entendu sa conversation avec Tyler et l'a suivi. Mercredi lui parle des empreintes et de leur transformation en traces humaines. Xavier veut les examiner, mais la pluie a tout effacé. Il reconnaît alors que Mercredi avait peut-être raison depuis le début, à propos de Rowan et de tout le reste. Xavier raconte qu'il a récemment écrit à Rowan pour proposer une sortie en snowboard comme l'an dernier, mais Rowan a répondu qu'il ne pourrait pas venir. Problème, Xavier n'a jamais fait de snowboard avec lui. Mercredi comprend alors que quelqu'un se faisait passer pour Rowan tout ce temps. Xavier avoue que son père est le célèbre médium Vincent Thorpe et qu'il soupçonne que Mercredi possède elle aussi un don similaire, la capacité de voir ce qui est invisible aux autres. Le lendemain, juste avant de monter sur scène avec l'orchestre, Mercredi tourne autour de la statue de Joseph Crackstone. Dans ses yeux brûle la soif de vengeance, pour Gudi et pour tous les exclus. Elle donne un ordre à la chose, remplir la fontaine d'essence et attendre le signal. Lorsque la cérémonie commence, la foule se rassemble sur la place. Le maire Walker prononce un discours, louant le fondateur de Jéricho. Puis Mercredi commence à jouer du violoncelle. Le maire appuie sur un bouton pour ouvrir la fontaine. Mais à la surprise générale, sauf celle de Mercredi, la fontaine s'embrase soudainement. Les gens s'enfuient, mais Mercredi continue de jouer. La directrice Weems comprend immédiatement que Mercredi est derrière cet incident. De retour à Nevermore, elle l'accuse de sabotage. Mais Mercredi répond calmement qu'elle n'a personnellement rien mis en feu. Elle reproche à Weems de vouloir réécrire l'histoire, transformant le tyran Crackstone en héros, tandis que la véritable tragédie des exclus tombe dans l'oubli. Mercredi se détourne ensuite et quitte la pièce. Plus tard, seul, Weems boit silencieusement du vin et arrache du livre d'école une photo de Morticia Addams, laissant entendre qu'elles n'ont jamais été amies. Pendant ce temps, dans l'ancien Original Pilgrim Meeting House, le sans-abri qui avait volé l'appareil photo devient la nouvelle victime du monstre. Mais la caméra parvient à capturer une série de clichés de la créature. Plus tard, le shérif arrive avec son équipe, retrouve l'appareil photo et développe les pellicules. Pour la première fois, il y a une preuve tangible que le monstre existe. Mercredi disait la vérité. Dans une autre partie de l'histoire, Ajax, préparant son rendez-vous avec Enid, décide de prendre une douche. Pour éviter que les serpents sur sa tête ne le pétrifient accidentellement à travers le miroir, il suspend une serviette sur celui-ci, mais elle glisse. Quelques instants plus tard, Ajax se fige et se recubre d'une croûte de pierre juste avant le rendez-vous. Enid, ignorant tout, attend sur le lieu du rendez-vous. Frustrée, elle finit par laisser éclater sa colère sur un bus innocent, laissant des traces de griffes sur sa carrosserie. La même nuit, Xavier sort de sa grange, en sueur et avec des aigleurs au cou. Plus tard, Mercredi et la chose dit se rendre à la morgue de la ville. La chose, profremier, il entre, bouche la caméra avec un chewing-gum et ouvre la porte pour Mercredi. Elle pénètre dans le bâtiment pour examiner personnellement le corps du sans-abri. Pendant ce temps, la chose scanne et copie les documents concernant les précédentes victimes du monstre. Mercredi dicte ses observations dans un enregistreur et remarque un détail inquiétant. Au sans-abri, il manque un pied. Soudain, le shérif Galpin et le médecin légiste Anwar entrent. Mercredi parvient tout juste à se glisser dans la chambre froide. Le shérif et le coroner examinent la dernière découverte. Anwar montre le pied du sans-abri. 2 doigts manquent. Ce qui est encore plus terrifiant, l'amputation est parfaitement nette, comme faite au scalpel. Alors qu'il s'apprête à partir, Anwar remarque la porte de la chambre froide entr'ouverte. Il jette un coup d'œil à l'intérieur et découvre Mercredi. Haussant les épaules, il referme la porte sans rien dire et s'éloigne. La chose libère Mercredi et ils retournent au dortoir.
Là, en affichant de nouvelles preuves sur son tableau, Mercredi confie à Enid sa découverte. Toutes les victimes du monstre de la forêt ont subi des amputations chirurgicales sur différentes parties du corps. Le lendemain, pendant le cours de Mademoiselle Thornhill, la conversation tourne autour du prochain Raven Dance. Xavier prend son courage à deux mains et demande à Mercredi si elle ira avec lui. Elle répond sèchement non. Mercredi remarque alors de nouvelles égratignures sur le cou de Xavier et commence immédiatement à le soupçonner. Plus tard, elle suit Xavier jusqu'à son atelier créatif, installé dans un vieux hangar. Quand il s'en va, elle s'y glisse et découvre, avec surprise, que la pièce est remplie de dessins du monstre de la forêt. Elle en prend quelques-uns et sort. C'est à ce moment précis que Xavier apparaît. Pensant qu'elle est venue l'inviter au bal, Mercredi joue le jeu et l'invite effectivement. Il accepte. De son côté, Enid, découvrant que Mercredi ira au bal, explose de joie. Elle entraîne immédiatement son amie dans un magasin pour choisir une robe. Pendant qu'Enid fouille parmi les tenues, Mercredi s'éclipse. Elle a des affaires plus importantes à régler. Sur le chemin, elle aperçoit dans une vitrine la robe noire parfaite. Au commissariat, elle montre au shérif les dessins du monstre réalisés par Xavier. En comparant les croquis avec les clichés pris par la caméra du sans-abri, le shérif constate qu'ils correspondent parfaitement. Mercredi est convaincu que Xavier est lié au monstre. Le shérif commence à la croire, mais demande encore plus de preuves. Pendant ce temps, au café, Lucas, le fils du maire, celui qui avait reçu une gifle de Mercredi, s'approche d'Enid. Sachant qu'elle est seule, il lui propose d'y aller ensemble. Enid, surprise, accepte. Mercredi croise ensuite Tyler dans la rue. Il lui avoue ses sentiments et l'invite au bal, mais Mercredi lui explique qu'elle ira déjà avec Xavier, ce qui le blesse profondément. Avant de partir, Tyler lui confie qu'il pensait qu'elle avait aussi des sentiments pour lui et qu'il est maintenant perdu. Mercredi lui répond qu'elle a d'autres priorités pour le moment, ce qui ne fait qu'accentuer sa déception. Plus tard, Mercredi rend visite à Eugène dans son club d'apiculture. Eugène, toujours désireux d'impressionner Enid, lui demande de lui transmettre un pot de miel. Mercredi lui montre le dessin de la caverne avec le monstre provenant de l'atelier de Xavier. Eugène reconnaît l'endroit. Il l'a déjà vu en explorant avec ses abeilles. Mercredi lui demande de l'accompagner jusqu'à la caverne, et Eugène la conduit sur place. À l'intérieur, il découvre des menottes et une des griffes du monstre coincées dans la paroi de pierre. Mercredi retourne au hangar de Xavier. Là, elle découvre un chiffon ensanglanté qui pourrait contenir de l'ADN et le range rapidement dans son sac à dos. À ce moment, Xavier entre et la surprend sur le fait. Cette fois, il comprend immédiatement que l'invitation au bal n'était qu'un prétexte pour qu'elle en apprenne davantage sur le monstre de la forêt. Quand Mercredi lui demande directement s'il est le monstre, Xavier explique que cette créature le hante dans ses rêves depuis quelques semaines. Pour tenter de la représenter, il vient dans le hangar et la dessine. Un jour, alors qu'il travaillait sur un dessin, des égratignures sont apparues sur son cou. Comprenant que Mercredi l'a invité au bal uniquement pour masquer ses fouilles dans son atelier, Xavier se met en colère et la chasse. Plus tard, Mercredi se rend chez le shérif et dépose sur son bureau la griffe et le chiffon ensanglanté, lui demandant d'analyser l'ADN des deux. Ensuite, elle rejoint Eugène et lui annonce qu'elle n'a plus de cavalier pour le bal. Elle propose à Eugène de remplacer le bal par une embuscade dans la caverne afin de capturer le monstre. De son côté, Xavier n'a également plus de cavalier et Bianca s'approche pour lui proposer d'y aller ensemble. La chose, fidèle à lui-même, tape un mot sur la machine à écrire de Mercredi et le remet à Tyler au café, qui le lit et sourit. Le soir du Raven Dance arrive. Tous les élèves se présentent, vêtus de tenues élégantes. Mademoiselle Thornhill demande à la directrice Larissa pourquoi elle a l'air si triste. Larissa raconte qu'à son époque, à Nevermore, elle avait invité un garçon au bal, mais il avait refusé pour une autre fille, Morticia. Mercredi s'apprête à partir avec Eugène pour sa mission, mais à la sortie de sa chambre, Tyler apparaît soudain avec un cadeau. La chose lui a envoyé une invitation au bal au nom de Mercredi. D'abord, elle est en colère contre la chose pour avoir agi derrière son dos, et elle réalise qu'elle n'a pas de robe pour le bal. Puis elle voit sur le lit la magnifique robe noire aperçue dans la vitrine, que la chose a réussi à se procurer pour elle, et elle lui pardonne. Tyler reste sans voix en découvrant Mercredi dans cette robe splendide. Pendant ce temps, Eugène découvre que Mercredi a changé leur plan à la dernière minute et décide d'aller au bal. Il se sent rejeté. Mercredi le rassure. Ils continueront l'enquête le lendemain et lui demandent de ne pas aller seul dans la forêt. Tyler commence à ressentir une véritable sympathie pour Enid. Il ne s'attendait pas à ce qu'une élève marginale puisse s'intéresser au hockey et aux vieux films de kung-fu. À ce moment, il reçoit un message de ses amis voyous, lui annonçant qu'ils sont presque arrivés. Ces voyous veulent se venger des marginaux pour avoir brûlé la statue de Joseph Crackstone. On apprend que le fils du maire a invité Enid au bal uniquement par vengeance. De son côté, Xavier parle à Bianca de Mercredi, car il éprouve des sentiments pour elle, ce qui blesse profondément Bianca. À ce moment, Mercredi entre dans la salle avec Tyler, attirant immédiatement tous les regards. Xavier l'approche et lui révèle que Tyler n'est pas celui qu'il prétend être.
Plus tard, Mercredi confronte Tyler à ce sujet, et l'on découvre que Tyler était autrefois ami avec ses voyous. Un jour, ils ont attaqué Xavier et ont vandalisé ses graffitis. Tyler affirme qu'il n'est plus le même garçon qu'avant. Mercredi ne lui en tient pas rigueur et précise qu'elle ne jugerait pas quelqu'un pour une simple bêtise passée. Dans la scène suivante, Mercredi éblouit tout le monde sur la piste de danse avec ses mouvements étranges mais hypnotiques, captivant immédiatement l'attention de toute la salle. Observant la scène de loin, Xavier demande à Bianca d'utiliser son pouvoir de sirène pour le faire oublier Mercredi, mais Bianca refuse. Pendant ce temps, Eugène ignore les avertissements de Mercredi et décide de partir en mission seul. Dans la forêt, près de la caverne du monstre, il prend des notes sur son dictaphone. Non loin de l'entrée, une voiture s'arrête et une silhouette mystérieuse s'avance. La personne jette à l'intérieur une bouteille avec un mélange inflammable et met le feu à la caverne. Puis, apercevant Eugène, elle se lance à sa poursuite et Eugène s'enfuit. Au bal, les amis de Lucas arrivent avec un camion-citerne rempli d'un liquide. Ils raccordent un tuyau au système d'arrosage du bâtiment. À ce moment, Lucas sort et tente d'arrêter ses amis, car il commence à ressentir quelque chose pour Enid, mais ses amis insistent pour aller jusqu'au bout. Soudain, les arroseurs se déclenchent, inondant la piste de danse de liquide rouge. Les élèves paniquent, glissent et tombent. Mercredi goûte le liquide et est déçue. Ce n'est que de la peinture. Puis elle a une nouvelle vision. Eugène, effrayé, fuit le monstre. Mercredi quitte la danse et se dirige vers la forêt. Pendant ce temps, Enid comprend que Lucas et ses amis ont saboté le Raven Dance. Elle confronte Lucas, lui disant qu'elle croyait qu'il tenait vraiment à elle. Il tente de s'expliquer, mais ses amis se moquent d'elle. Ajax surgit et la défend. Il lui avoue qu'il s'était accidentellement pétrifié lui-même avec ses propres serpents et avait eu honte de le dire. Finalement, Enid et Ajax se réconcilient et s'embrassent. De son côté, Eugène continue de fuir le monstre puis se cache. Il entend la créature grogner à proximité, qui finit par le trouver et l'attaquer. Pendant ce temps, Mercredi parcourt la forêt à sa recherche et finit par le retrouver, allongé sur le sol. À ce moment, Mademoiselle Thornhill fait son apparition. Dans la scène suivante, Mercredi feuillette le dossier policier de son père, debout dans la cour de l'académie. Un flashback nous ramène à des événements survenus il y a 32 ans. Par une nuit de pluie, pendant le bal du Corbeau, un corps tombe devant la jeune Larissa Weems. Sur des échafaudages se tient un jeune Gomez Adams, tenant une épée. Le shérif Walker, qui est aujourd'hui le maire, interroge Larissa. On voit ensuite Gomez Adams menottée et la jeune Morticia avouer qu'elle n'a jamais été amoureuse de personne comme elle l'était de lui. La scène revient à nos jours. À Nevermore, c'est la journée des parents. Gomez, Morticia, Pugsley et Lurch arrivent à l'académie dans leur voiture sombre et imposante. La directrice Larissa prononce un discours de bienvenue devant les parents présents. Enid est anxieuse à l'idée de voir sa famille. Sa mère la critique immédiatement, car elle n'a pas réussi à maîtriser sa transformation. Pendant ce temps, Morticia et Gomez retrouvent Mercredi. Non loin de là, Xavier et Bianca discutent de l'absence de leurs parents. Xavier explique que son père, Vincent Thorpe, est trop occupé par ses spectacles, car il est un célèbre médium. Bianca raconte que sa mère vit aux Seychelles. Leur conversation est soudain interrompue par l'arrivée de la mère de Bianca. On devine sur le visage de Bianca qu'elle est profondément effrayée. Plus tard, mère et fille s'installent dans un café. Au cours de leur échange, Bianca apprend que sa mère dirige un club appelé Morning Song. Elle le présente comme un club élitiste pour riches, mais en réalité, elle attire les personnes fortunées et grâce au chant des sirènes, les manipule pour qu'elles financent le club. On découvre que Bianca avait autrefois fui sa mère et changé de nom, passant de Brandy Jane à Bianca, pour qu'elle ne la retrouve pas, mais sa mère a fini par la localiser. La mère de Bianca explique que son pouvoir de sirène s'affaiblit avec l'âge. Le nombre de membres du club diminue et certains commencent à poser des questions. Elle demande à sa fille de quitter l'école et de rentrer à la maison pour l'aider à remettre de l'ordre dans le club. Bianca refuse, alors sa mère menace de révéler son secret. C'est grâce à ses pouvoirs de sirène qu'elle a pu entrer à Nevermore. N'ayant pas le choix, Bianca accepte d'aider sa mère et de revenir chez elle, mais seulement après la fin de l'année scolaire. Plus tard, Morticia feuillette l'album de fin d'année et se laisse emporter par la nostalgie. Elle remarque qu'une de ses photos a été arrachée et se remémore sa prestation avec Larissa lors d'un concours de talent. Elles échangent des compliments passifs-agressifs, laissant clairement transparaître que leur vieille rivalité est toujours intacte. La directrice Larissa informe la famille Adams que le psychothérapeute de Mercredi souhaite qu'ils participent à une séance familiale, et ils acceptent à contre-cœur. Pendant ce temps, le shérif Galpin est assis dans un café et appelle son subordonné pour obtenir les résultats de l'analyse ADN effectuée sur le griffe du monstre. Par la fenêtre, il aperçoit l'élégante voiture noire de la famille Adams qui arrive et les observe se diriger vers le cabinet du psychothérapeute. À ce moment-là, il reçoit un appel. Le docteur Anwar s'est suicidé. La scène change et montre la famille Adams réunie avec la psychothérapeute Valérie Kinbot pour une séance familiale collective. Pugsley avoue que Mercredi lui manque.
Gomez et Morticia partagent le même sentiment. Mercredi se lève, sort l'ancien dossier policier de son père et exige des réponses. Elle demande qui est Gareth Gates et pourquoi son père est accusé de son meurtre. Morticia refuse d'en parler. Mercredi déclare que si la vérité ne leur est pas révélée, elle la découvrira par elle-même. Mercredi rend visite à Eugène à l'hôpital et lui apporte un pot de miel qu'elle a collecté pour lui. Eugène est dans le coma. Mercredi se reproche l'attaque dont il a été victime et avoue qu'il lui manque. La mère d'Eugène arrive et remercie Mercredi pour son amitié, expliquant qu'Eugène n'avait jamais eu de véritables amis avant elle. Plus tard, Mercredi se promène sur la place de la ville, tournant autour de la statue fondue de Joseph Crackstone, réfléchissant au dossier de son père. Elle aperçoit sa mère portant une rose et décide de la suivre. Morticia dépose la rose sur une tombe. Une fois partie, Mercredi s'approche et découvre sur la pierre tombale le nom de Gareth Gates. Pendant ce temps, le shérif Galpin se rend à la morgue. Son assistante lui explique que le docteur Anwar a laissé une note avant de mettre fin à ses jours. La situation lui paraît suspecte. Il remarque également que la caméra de surveillance de la morgue avait été recouverte de chewing-gum noir, empêchant de voir ce qui s'est réellement passé. En lisant la note d'Anwar, le shérif découvre que le docteur avoue avoir falsifié des documents liés à l'affaire de Gareth Gates, vieille de 30 ans. Enfin, le shérif dispose de preuves suffisantes pour arrêter Gomez Adams. Alors que les élèves et leurs parents célèbrent la journée des parents, Galpin apparaît dans la cour de l'école et passe les menottes à Gomez, sous le regard médusé de sa famille. Plus tard, Mercredi et la chose rendent visite à Gomez en prison. Mercredi lui raconte qu'elle a vu Morticia déposer la tige d'une rose sur la tombe de Gareth Gates et exige la vérité de son père. Gomez décide enfin de tout révéler. Il explique que Gareth Gates avait été amoureux de Morticia et avait pris sa gentillesse pour de l'intérêt réciproque. Gareth la poursuivait partout. Morticia avait même alerté la police, mais le shérif Walker, devenu aujourd'hui le maire de Jéricho, avait ignoré sa plainte, car la famille Gates était la plus influente, riche et respectée de la ville. Le père de Gareth était furieux qu'une fille marginale ose accuser son fils de quoi que ce soit. 32 ans plus tôt, la nuit du bal des Corbeaux, Gomez et Morticia se sont retrouvés seuls pour partager un moment ensemble. À ce moment, le jaloux Gareth, voyant leur baiser, attaque Gomez avec une épée. Lors de la lutte, Gomez désarme Gareth qui, dans un accès de colère, se blesse accidentellement sur l'épée de Gomez. Gomez est ensuite accusé de l'incident. Après avoir entendu cette histoire, Mercredi la trouve crédible. Cependant, connaissant trop bien son père et observant les subtilités de son langage corporel, ses clins d'œil, la manière dont il lisse sa moustache, elle sent qu'il cache encore quelque chose. Mercredi se rend ensuite au bureau du shérif et affirme qu'ils ont arrêté la mauvaise personne et que son père est innocent. Elle note que le retour de son père en ville le jour même du suicide d'Anwar et de la rédaction de cette fameuse note ne peut pas être une coïncidence. Le shérif lui répond qu'ils ne sauront jamais toute la vérité, quelqu'un ayant obstrué la caméra de la morgue. Il lui montre ensuite les résultats de l'ADN provenant de la griffe et du chiffon ensanglanté. Aucune correspondance. Il rappelle que Gomez avait autrefois avoué le meurtre il y a 32 ans. En plus de la mort de Gareth, le shérif estime que Gomez est responsable de la destruction de toute la famille Gates. Plus tard, Mercredi retrouve son petit frère Pugsley, assis seul sur le quai. Elle lui apporte son équipement de pêche ainsi que son appât préféré, un sachet de grenade. Alors qu'il pêche en utilisant la grenade, Mercredi confie à son frère que Gomez devient fou depuis sa séparation avec Morticia. Elle raconte qu'ils n'ont passé aucune nuit séparés depuis leur mariage. Pugsley l'assure que si quelqu'un peut prouver l'innocence de leur père et le sortir de prison, c'est bien elle. Pendant ce temps, Enid subit la pression de sa mère. Celle-ci lui remet des brochures pour un camp d'été de transformation forcée, un endroit où les élèves sont contraints de se transformer en loups. Mais Enid refuse catégoriquement. Elle veut réussir sa transformation par elle-même. Plus tard, on voit Morticia dans la salle secrète du club Belladonna. Soudain, Mercredi y fait son apparition. Morticia suppose que Mercredi a dû devenir membre du club, car seuls ceux qui ont accès peuvent pénétrer ici. Mais Mercredi explique qu'elle a décliné leur invitation. Morticia raconte alors à sa fille que le club Belladonna avait à l'origine une vraie mission, protéger les exclus, et que le club avait été fondé par un ancêtre de Gomez, l'un des premiers colons mexicains, nommé Goody Adams. C'est Goody Adams qui avait tué Joseph Crackstone. Morticia décide ensuite de révéler à Mercredi toute la vérité sur cette fameuse nuit. On retourne dans un flashback remontant à 32 ans. Alors que Gomez tente de se défendre contre Gareth, Morticia remarque que de la bouche de Gareth s'échappe de la mousse, comme un animal enragé. Lorsque Gareth tente d'attaquer Morticia, elle saisit une épée et le tue. Gomez récupère l'épée et lui ordonne de se cacher. Il prend sur lui toute la responsabilité de l'incident pour protéger Morticia. Mercredi comprend immédiatement que Gareth avait été empoisonné avec un toxique d'origine végétale. Mercredi et Morticia se rendent ensuite au cimetière de Jéricho. Mercredi exhume la tombe de Gareth à la recherche d'indices, mais elles sont repérées par un adjoint du shérif et arrêtées.
Elles sont placées dans une cellule où se trouve déjà Gomez. L'adjoint informe Morticia et Mercredi qu'elles devront attendre jusqu'au matin pour payer la caution et sortir. Morticia et Gomez se prennent dans les bras à travers les barreaux. À ce moment, Mercredi révèle qu'elle a trouvé un indice dans la tombe de Garrett. Un doigt coupé, teint en bleu, signe caractéristique des personnes empoisonnées. Elles comprennent alors que Garrett était déjà proche de la mort quand Morticia l'a blessé avec l'épée. Il avait été empoisonné. Soudain, Mercredi a une vision. Dans celle-ci, le père de Garrett ordonne à son fils d'empoisonner tous les élèves de Nevermore. On voit le père lui remettre un flacon et lui demander de verser le poison dans le punch du bal des corbeaux. Lors de la confrontation entre Garrett et Gomez, ce dernier brise accidentellement le flacon et le poison se renverse sur Garrett lui-même. C'est ce poison qui provoquait la mousse à sa bouche. Après leur libération de prison, Mercredi et Morticia se rendent directement chez le maire Walker. Mercredi lui montre le doigt de Garrett, encore teinté de bleu à cause du poison. Elle reproche au maire, qui était shérif à l'époque, d'avoir délibérément caché l'empoisonnement de Garrett. Le maire explique qu'Ansel Gates, le père de Garrett, était un descendant de Joseph Crackstone. Ansel détestait les exclus et Nevermore, affirmant que le terrain sur lequel l'école a été construite avait été volé à sa famille. Le rôle du shérif était censé maintenir l'ordre. Morticia rappelle au maire que Garrett lui avait un jour confié que son père avait soudoyé le shérif, et qu'un an plus tard, le shérif avait été élu maire avec le soutien total d'Ansel Gates. Elle souligne que lorsqu'elle avait porté plainte contre Garrett pour harcèlement il y a 32 ans, le shérif n'avait rien fait. Morticia exige qu'Walker libère son mari et que le shérif Galpin présente des excuses officielles, sous peine de révéler sa corruption. Walker se soumet. Dans la rue, Morticia et Mercredi échangent en toute franchise. Morticia explique à sa fille que les capacités extrasensorielles dépendent de la personne qui les possède. Par exemple, ses propres visions sont positives, tandis que celles de Mercredi sont plus puissantes et sombres. Pour libérer tout son potentiel, elle aura besoin de l'aide de l'esprit de son ancêtre, Gudi Adams. Dans la scène suivante, on voit Gomez libéré de détention, tandis que le shérif Galpin, à contre-cœur, s'excuse et lui serre la main. À la fin de la journée des parents, Mercredi fait ses adieux à sa famille. Morticia lui remet l'album de fin d'année de Nevermore datant de 32 ans, emprunté à la directrice Weems. En feuilletant le livre, Mercredi réalise que Larissa Weems est une métamorphe. Elle se rend alors dans son bureau et lui reproche de ne pas s'être contentée de parodier Judy Garland lors du spectacle scolaire, mais de s'être littéralement transformée en elle. Mercredi l'accuse également de s'être fait passer pour Rovan le lendemain de l'attaque, afin de cacher la vérité. Mercredi menace de tout révéler au shérif Galpin, mais la directrice Weems précise que le père de Rovan connaît déjà la vérité et soutient sa décision de ne pas alerter les autorités, car Rovan n'était pas maître de lui-même. Ses capacités télékinétiques le rendaient instable, et il avait même tenté 2 fois d'éliminer Mercredi. Mercredi évoque Eugène, affirmant qu'il a souffert parce que le monstre n'a jamais été capturé. Avant que Weems ne puisse répondre, elles entendent des cris à l'extérieur. Sur la pelouse de l'école, quelqu'un a écrit avec des lettres enflammées « Le feu tombera en pluie ». Le soir suivant, Mercredi organise une séance de spiritisme pour entrer en contact avec son ancêtre, Gudi Adams, et apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Pendant le rituel, Enid l'interrompt. Alors qu'elle discute, quelqu'un glisse une note sous la porte. On y invite Mercredi à se rendre au tombeau Crackstone à minuit pour découvrir toute la vérité. Enid accompagne Mercredi jusqu'au tombeau, mais au lieu de réponse, elle découvre une surprise pour son anniversaire. Les élèves, Enid comprise, ont décidé de célébrer l'anniversaire de Mercredi. La chose leur avait donné l'information, et Xavier a même préparé un gâteau pour elle. Pendant qu'ils chantent pour la féliciter, Mercredi remarque une inscription en latin sur l'ancien autel. « Le feu tombera sous la pluie lorsque je me relèverai ». La première partie de cette phrase avait déjà été gravée sur la pelouse de l'école. En touchant la pierre, Mercredi a une vision. Elle voit Gudi Adams derrière des grilles de fer. Gudi la prévient que Crackstone reviendra et explique qu'il ne pourra pas l'aider à contrôler ses capacités extrasensorielles. Mercredi doit apprendre seule. Il lui indique un manoir mystérieux et précise que si elle veut arrêter Crackstone, elle doit le trouver. Il la met également en garde. Son chemin la mènera inévitablement à la solitude. Le lendemain, Mercredi dessine les grilles en fer vues dans sa vision. Pendant ce temps, la chose sort de sous le lit une grande valise, cadeau d'anniversaire laissé par les parents de Mercredi lors de la journée des parents. À l'intérieur, il y a des écureuils empaillés et des outils pour fabriquer des taxidermies. Enid offre à Mercredi un snood noir qu'elle a tricoté elle-même. Le maire Walker arrive à Nevermore pour discuter avec la directrice Weems de l'inscription sur la pelouse de l'école. La directrice soupçonne son fils Lucas, car il avait déjà perturbé le bal des corbeaux. Mais le maire assure que ce n'était pas lui, puisque Lucas était sous surveillance à domicile. Pour laver son nom,
Walker lui assigne des travaux d'intérêt général à Nevermore. Sur la pelouse de l'école, Mercredi examine l'inscription brûlée par la pluie. Xavier s'approche et lui demande ce qu'elle a vu pendant sa vision dans le tombeau, mais Mercredi refuse de lui répondre. Bianca remarque le bracelet du club de sa mère au poignet de Lucas lorsqu'il lave les fenêtres. Elle lui demande d'où il l'a, et Lucas explique qu'il a rencontré une femme qui l'a convaincu de rejoindre le club Morning Song et d'installer leur application sur son téléphone. Cette femme était la mère de Bianca. Bianca avertit Lucas de supprimer l'application et de se tenir éloigné de cette organisation. Séduit par elle, Lucas l'invite alors à prendre un café. Pendant ce temps, Mercredi rend visite à Eugène à l'hôpital, toujours dans le coma. Elle lui parle avec sincérité, avouant qu'elle aimait autrefois les anniversaires, quand ses parents organisaient la fête parfaite, mais que désormais tout lui semble banal. Le docteur Valérie Kinbot entre avec des fleurs. La mère d'Eugène lui a demandé de veiller sur lui pendant leur absence de la ville. Dans le même temps, le maire Walker fouille dans le passé. Il reçoit des informations sur la sœur de Gareth Gates, supposée noyée en Angleterre, et trouve cela très suspect. Sa secrétaire lui signale que quelqu'un a récemment aperçu de la lumière dans l'ancienne maison de la famille Gates. Au café du coin, Mercredi lit un livre sur Crackstone quand Tyler s'assoit à côté d'elle. Il tente de l'inviter à sortir pour son anniversaire, mais elle le repousse. Il lui demande pourquoi elle l'évite depuis le bal des corbeaux, alors qu'il s'était bien amusé. À ce moment, le shérif Galpin, le père de Tyler, entre. Mercredi l'informe de l'inscription en latin qu'elle a trouvée dans le tombeau de Crackstone, la même que celle sur la pelouse de l'école. Le shérif lui demande d'abandonner l'enquête, la jugeant inutile. Plus tard, Mercredi et la chose rendent visite à Xavier dans son atelier d'art. Elle lui montre son dessin des grilles en fer vues dans sa vision. Xavier lui montre alors sa propre peinture, les mêmes grilles. Il raconte qu'il fait des rêves étranges. Il a l'impression qu'un monstre de la forêt se cache derrière ces grilles, dans le manoir abandonné qui appartenait autrefois à la famille Gates. Chaque matin, il passe devant en courant. La chose découvre que le dessin de Mercredi a été reproduit par Xavier. Il avoue qu'après le bal des corbeaux, il a essayé de l'oublier mais n'a pas réussi. Alors il a peint cette toile. Grâce à ses pouvoirs, il fait prendre vie au dessin. La Mercredi peinte commence à jouer du violoncelle. La vraie Mercredi quitte silencieusement l'atelier de Xavier sans un mot. Dans la scène suivante, Lucas arrive au café pour son rendez-vous avec Bianca. Il a suivi son conseil. Il a retiré le bracelet et supprimé l'application Morning Song. Leur conversation devient intime. Lucas se confie, admettant qu'après le bal gâché, il se sentait horrible et regrettait ses actes. Il explique que personne ne croit en lui ni en son potentiel à devenir quelqu'un. Le lendemain matin, Mercredi se rend au manoir des Gates pour mener son enquête en solo. À l'intérieur, elle remarque des mouvements. C'est le maire, venu inspecter le manoir après avoir appris par sa secrétaire que quelqu'un avait allumé la lumière. Il appelle le shérif Galpin et lui laisse un message vocal, affirmant qu'il a découvert l'identité réelle du monstre et demandant à le rencontrer dans un café. Mercredi ordonne à la chose de distraire le maire. Pendant qu'il est occupé, elle se glisse dans le coffre de sa voiture. Le maire Walker part pour le café, sans se douter que Mercredi et la chose sont cachés dans le coffre. Lorsqu'il sort de sa voiture et traverse la rue pour rejoindre le shérif, un Cadillac bleu le percute. Une ambulance arrive rapidement et l'emmène à l'hôpital. Suite à cet incident, le shérif enregistre le témoignage de Mercredi. Elle explique s'être cachée sur la banquette arrière de la voiture du maire pour en apprendre davantage sur ce qu'il a découvert au manoir des Gates. De retour à Nevermore, la directrice lui retire ses privilèges de sortie en ville pour avoir enfreint les règles de l'école. Le lendemain, Mercredi appelle Tyler et accepte de sortir avec lui pour le rendez-vous qu'il lui avait proposé plus tôt. Mais il s'agit en réalité d'un prétexte pour quitter l'école et poursuivre son enquête. Le shérif avertit Tyler de rester à l'écart de filles comme Mercredi, estimant qu'elle brise les cœurs. Tyler essaie de parler de sa mère avec son père, mais ce dernier élude le sujet. On comprend que leur relation est tendue depuis que la mère de Tyler est décédée, ce qui explique pourquoi Tyler consulte un psychothérapeute. Mercredi trompe Enid, lui disant qu'elle souhaite secrètement aller à une fête pour célébrer à nouveau son anniversaire, et l'invite à l'accompagner. Enid accepte avec enthousiasme. Tyler vient chercher Mercredi à Nevermore, mais à sa surprise, Enid se joint également à eux. Pendant ce temps, Xavier frappe à la fenêtre de la chambre de Mercredi et Enid, mais il tombe sur la chose, occupée à taper quelque chose à la machine à écrire. La chose lui explique où sont parties les filles. Mercredi, Enid et Tyler arrivent au manoir des Gates. Enid et Tyler réalisent que Mercredi les a trompés, mais il est trop tard pour reculer, et ils la suivent. Tyler et Mercredi n'arrivent pas à ouvrir la porte d'entrée, mais Enid, grâce à ses pouvoirs de loup-garou, déverrouille facilement la serrure. À l'intérieur, ils découvrent le Cadillac bleu, celui qui a percuté le maire. Mercredi trouve un hôtel secret dédié à Joseph Crackstone. Les bougies sur l'hôtel sont encore chaudes, ce qui signifie que quelqu'un les a allumées très récemment. Pour explorer le manoir plus vite, ils décident de se séparer. Tyler reste au rez-de-chaussée, tandis que les filles montent au premier étage.
Enid trouve une chambre parfaitement intacte. Pas de poussière, le lit est bien fait, et des fleurs fraîches décorent la table, les mêmes que le docteur Valérie Kinbot avait apportées plus tôt à l'hôpital pour Eugène. Mercredi découvre une boîte à musique avec les initiales Laurel Gates, la sœur cadette de Gareth Gates, la jeune fille que le maire Walker cherchait. Soudain, un cri de Tyler retentit au rez-de-chaussée. Un monstre apparaît et se met à poursuivre les filles dans le manoir. En fuyant, Mercredi et Enid tombent par hasard sur le sous-sol, où elles découvrent une vision terrifiante. Une collection de trophées du monstre, des morceaux des victimes. Sans perdre de temps, elles s'échappent du manoir et courent vers la forêt. Mais réalisant que Tyler est resté à l'intérieur, elles retournent le sauver. Elles le trouvent vivant mais gravement blessé, avec de profondes égratignures sur la poitrine. À ce moment, Xavier apparaît, renforçant les soupçons de Mercredi. Elle devient de plus en plus convaincue que c'est lui le monstre de la forêt. Mercredi et Enid emmènent Tyler chez lui. Peu après, son père, le shérif Galpin, arrive et découvrant les élèves de Nevermore dans sa maison, exige qu'ils partent immédiatement. Mercredi persuade le shérif de la suivre au manoir des Gates, affirmant qu'il y a une pièce secrète dans le sous-sol avec les trophées du monstre. Mais à leur retour, tout est vide. Ni le Cadillac bleu, ni des traces du monstre, ni des indices. Tout a disparu. Mercredi est certaine que quelqu'un a tout nettoyé volontairement. Furieux, le shérif l'accuse de mettre la vie de son fils unique en danger. De retour à Nevermore, Mercredi tombe sur la directrice Wems. Celle-ci la réprimande pour son insubordination et pour avoir mis Enid et Tyler en danger. En réponse, Mercredi lui montre un dessin prophétique réalisé par la mère de Rowan, le même qui avait poussé Rowan à l'attaquer dans la forêt. Mercredi explique que la mère de Rowan affirmait qu'elle était destinée à détruire l'école Nevermore, mais elle-même est convaincue que sa mission est de sauver l'académie. La directrice Wems lance un dernier avertissement à Mercredi avant de partir. De retour dans sa chambre du dortoir, Mercredi trouve Enid en train de faire ses bagages. Enid a décidé de déménager dans la chambre de Yoko. Elle reproche à Mercredi d'utiliser les autres, de les mettre en danger et de toujours privilégier ses objectifs par rapport à l'amitié. Enid avoue qu'elle a essayé d'être une vraie amie, mais qu'elle ne croit plus que leur amitié ait jamais existé. Seule dans sa chambre, Mercredi ressent pour la première fois un véritable sentiment de solitude. Dans le silence, elle ouvre la boîte à musique qu'elle a trouvée au manoir des Gates. Soudain, un compartiment secret s'ouvre et fait tomber une série de photos d'elle-même. Quelqu'un l'a observé tout ce temps. Pendant ce temps, à l'hôpital, une silhouette mystérieuse s'introduit dans la chambre du maire Walker et débranche son appareil de respiration artificielle. Le lendemain a lieu l'enterrement du maire. Mercredi assiste à la cérémonie, persuadée que le coupable se trouve parmi les présents. Sur le bord de la forêt, elle aperçoit une silhouette intrigante et se met à la suivre. Mais sous la capuche se cache non pas un ennemi, mais son oncle, Fétide Adams. Fétide explique à sa nièce qu'il cherche un endroit où se cacher. Mercredi l'abrite dans le hangar d'Eugène. Plus tard, elle raconte à son oncle tout ce qui s'est passé à l'académie et détaille son enquête. Lorsqu'elle lui montre une photo du monstre, Fétide l'identifie immédiatement. C'est Hyde. Mercredi commence à se demander pourquoi un humain se transforme en Hyde. Fétide lui parle alors de Nathaniel Faulkner, le fondateur de Nevermore, qui avait consigné de nombreux détails sur les monstres dans son journal. Fétide précise que ce journal est conservé dans un coffre secret à la bibliothèque du club Belladonna. Mercredi demande à son oncle de l'aider à le récupérer le soir venu, puis sort du hangar. Seul dans sa chambre, Mercredi réfléchit au monstre et à la façon dont il pourrait être lié au manoir des Gates. Sans les bavardages d'Enid, le silence lui semble étrange, presque oppressant. Soudain, Enid réapparaît pour récupérer les affaires qu'elle avait laissées. Elle demande à Mercredi comment elle se sent, mais celle-ci essaie de masquer à quel point sa présence lui manque. Enid explique que sa nouvelle colocataire, Yoko, lui a proposé de rester dans sa chambre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mercredi fait semblant de ne pas s'en soucier, mais son visage trahit une certaine mélancolie. Plus tard dans la soirée, Mercredi se rend à la bibliothèque du club Belladonna. Au lieu de trouver son oncle Fétide, elle tombe sur Xavier. Il tente de lui expliquer qu'il a toujours été de son côté, mais elle ne lui montre que ses soupçons. Mercredi rétorque que, chaque fois que le monstre attaquait, Xavier se retrouvait étrangement à proximité, et ses dessins de Hyde, qu'il prétend n'avoir jamais vus, sont beaucoup trop réalistes. Quand Xavier s'éloigne, Fétide émerge de derrière les étagères où il s'était caché tout ce temps. Il déplace un portrait derrière lequel se cache un coffre-fort. La chose ouvre le verrou avec aisance et il s'empare du journal de Nathaniel Faulkner. De retour dans le dortoir, Mercredi et Fétide examinent le journal. Ils découvrent que les Hyde sont, par nature, des créatures créatives mais rancunières. Leur côté sombre peut rester endormi longtemps, jusqu'à être réveillé par l'hypnose ou des substances chimiques. Une fois éveillé, le Hyde établit un lien avec celui qui l'a réveillé et devient un instrument obéissant, exécutant tous les ordres de son nouveau maître. À ce moment, Mademoiselle Thornhill entre dans la chambre.
Fétide réussit à disparaître avant qu'elle ne le voie. Thornhill annonce qu'Enid a officiellement demandé à déménager chez Yoko jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mercredi paraît affecté, mais fait semblant de rester impassible. Thornhill remarque à quel point Mercredi et Enid étaient proches et précise qu'elle respecte le choix personnel d'Enid, promettant de finaliser le déménagement avant de partir. Une fois la pièce vide, Fétide souligne les avantages de la solitude. Vivre selon ses propres règles, faire ce qu'on veut. Malgré tout, Mercredi reste mélancolique. Le lendemain matin, Mercredi et Fétide observent discrètement Xavier, qui semble organiser une rencontre avec quelqu'un. Leurs soupçons se renforcent. Ils prennent la moto de Fétide et entament une poursuite. Dans la forêt, Xavier retrouve le docteur Valérie Kinbot. Il lui confie qu'il a fait un rêve prémonitoire dans lequel Mercredi mourait. Pour Mercredi, c'est la confirmation finale de sa théorie. Elle est convaincue que Kinbot est le maître du Hyde. Selon elle, c'est Kinbot qui a éveillé la part sombre de Xavier grâce à l'hypnose. Mercredi se précipite chez la directrice Wems pour lui parler, mais en entrant dans le bureau, elle découvre que Kinbot est déjà là. Elle choisit de ne rien dire directement et pose simplement une question. Kinbot utilise-t-elle l'hypnose dans sa pratique ? Kinbot répond affirmativement, souriant et ajoutant que cette méthode lui plaît particulièrement. Plus tard, Mercredi retrouve Fétide dans un café. Tyler les rejoint avec des cafés et fait la connaissance de Fétide. Mercredi lui expose sa théorie sur le Hyde. À ce moment, le shérif Galpin entre dans le café. Fétide disparaît immédiatement. Le shérif montre à Tyler une photo de Fétide prise par une caméra de surveillance et affirme que ce dernier a récemment cambriolé une banque. Tyler protège l'oncle de Mercredi, prétendant ne pas le connaître. Peu après, Tyler invite à nouveau Mercredi à un rendez-vous, mais cette fois il veut que ce soit un vrai moment, sans enquête. Il se donne rendez-vous le soir même dans le tombeau de Crackstone. Mercredi accepte et confie à la chose la garde du journal de Nathaniel Faulkner. Dans le tombeau, Tyler organise une soirée romantique. Il installe un projecteur et diffuse le film comique Legally Blonde, qu'il présente ironiquement comme un film d'horreur, spécialement pour Mercredi. Pendant ce temps, le shérif et ses adjoints découvrent la moto de Fétide dans la forêt. Entendant des voix dans le tombeau, ils décident de vérifier. À l'intérieur, Tyler avoue à Mercredi qu'il souhaite plus qu'une simple amitié. Il se penche pour l'embrasser, mais le shérif surgit soudainement, expliquant qu'il avait repéré la moto et pensait que le fugitif pourrait se cacher là. Après ce rendez-vous interrompu, Mercredi retourne dans sa chambre et découvre un véritable chaos. Le journal de Faulkner a été volé. La chose est blessée par un couteau et coincée contre le mur. Paniqué, Mercredi appelle Fétide, qui utilise ses pouvoirs électriques pour ranimer la chose. Pour la première fois de sa vie, Mercredi laisse libre cours à ses larmes. Heureusement, la chose survit, mais il n'a pas vu l'assaillant, qui est intervenu par derrière. Comprenant que Fétide est en danger, Mercredi le convainc de se cacher immédiatement. Ensuite, elle se rend chez la directrice Wems pour tout raconter. Elle explique que le journal a été volé. Étonnamment, Wems reste calme. Elle sait déjà pour le journal et connaît l'existence du Hyde. Mercredi l'interroge alors sur ces créatures. La directrice explique que Nathaniel Faulkner a consacré des années à leur étude, mais qu'il n'a jamais pu rassembler assez de données. Il est mort avant d'avoir terminé ses recherches. Le lendemain, Bianca et Lucas apportent à Mercredi des informations cruciales concernant la mort du maire. Lucas a trouvé des documents laissés sur le bureau de son père. Ceux-ci indiquent que Laurel Gates, la sœur cadette de Garrett, aurait soi-disant noyé en Angleterre, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Les papiers révèlent également que le manoir des Gates avait été acheté 1 an plus tôt par une femme de 90 ans, décédée ensuite dans des circonstances mystérieuses. Tous ces biens ont été confiés à sa gouvernante, Teresa Elglo. Mercredi comprend immédiatement que Laurel Gates est en vie. Elle est revenue à Jericho sous une nouvelle identité pour se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Mercredi est convaincue que le docteur Valérie Kinbot est en réalité Laurel Gates. Elle rend visite à sa thérapeute et l'accuse directement. Kinbot est stupéfaite par ces accusations et pense que Mercredi a perdu la raison. Mais Mercredi persiste, l'interpelle comme s'il s'agissait de Laurel et la traite comme une criminelle responsable de ce qui est arrivé au maire Walker. Après le départ de Mercredi, Kinbot appelle la directrice Larissa pour lui rapporter les accusations. Pendant la conversation, elle entend un bruit provenant de la salle de bain. En ouvrant la porte, Hyde en sort. Plus tard, la directrice Wims et Mercredi sont assises à l'hôpital lorsque le shérif Galpin les rejoint pour leur annoncer que le docteur Kinbot a disparu. Mercredi se précipite alors dans le hangar de Xavier pour le confronter. Elle lui reproche tout ce qui se passe et remarque que ses dessins sont d'une précision troublante, y compris son dernier portrait du docteur Kinbot. Xavier insiste sur le fait qu'il ne dessine que ce qu'il voit dans ses rêves. Puis Mercredi découvre des objets compromettants cachés dans son hangar, des objets qu'elle avait elle-même placés. L'inhalateur de Rovan, les lunettes d'Eugène et ses propres photos prises par le harceleur. Xavier est abasourdi. À ce moment, le shérif et ses adjoints font irruption dans le hangar et arrêtent Xavier.
Le shérif remercie Mercredi pour son aide. De retour dans sa chambre du dortoir, Mercredi découvre qu'Enid est revenue. Les deux filles sont visiblement heureuses de se retrouver. Elles discutent du rendez-vous de Mercredi avec Tyler, et Enid mentionne que Tyler travaille tard ce jour-là. Mercredi se rend alors au café pour le retrouver. Après un moment de flirt léger, elle l'embrasse enfin. Mais soudain, elle a une vision. Elle voit le docteur Kinbot à travers les yeux de Hyde, puis Tyler lui-même, juste revenu sous sa forme humaine. Mercredi comprend alors que Xavier a été innocent tout ce temps. Horrifiée, elle s'enfuit du café, laissant Tyler à la fois confus et inquiet. Le soir suivant, Mercredi invite Tyler à un rendez-vous dans la forêt. Lorsqu'il arrive et tente de l'embrasser, elle l'arrête, l'accusant d'être Hyde. Mercredi suppose que le docteur Kinbot a découvert sa véritable nature pendant leur séance et est devenu son maître. Tyler nie tout, mais soudain, les membres du club Belladonna, dont Bianca, sortent de la forêt pour soutenir Mercredi. Tyler tente de s'échapper, mais Bianca le neutralise avec un sort. Plus tard, Tyler reprend connaissance dans le hangar de Xavier, attaché à une chaise. Mercredi l'interroge, affirmant qu'elle sait que sa mère était un Hyde et que ce fait avait été caché. On apprend que le père de Tyler, le shérif Galpin, est en Nevermore, est tombé amoureux et a épousé une exclue. La mère de Tyler avait étudié à Nevermore et fut ensuite internée à l'hôpital psychiatrique Willow Hill, où elle a passé ses derniers jours. Alors que Tyler continue de nier, Mercredi perd patience. Elle explique que, puisque les Hyde ne réagissent qu'à la douleur, une mise à l'épreuve pourrait provoquer sa transformation. Voyant que Mercredi se prépare vraiment à le faire, les autres élèves quittent le hangar. Pendant ce temps, le shérif écoute les enregistrements des séances de Kinbot avec Tyler, où elle tentait de l'aider à surmonter le traumatisme lié à la perte de sa mère. Kinbot admet que cette perte l'a profondément marquée, bien plus qu'elle ne le pensait initialement. C'est alors que le shérif reçoit un appel de la directrice Wims, l'informant que Tyler a été kidnappé. Les élèves ont expliqué à la directrice les actions de Mercredi. Peu après, le shérif et ses adjoints font irruption dans le hangar et arrêtent Mercredi avant qu'elle ne commence de véritables sévices. Mercredi et Tyler sont conduits au poste de police. Là, la directrice Wims informe Mercredi que le shérif Galpin ne portera pas plainte pour enlèvement. Alors que Mercredi s'apprête à quitter le poste, Tyler apparaît. Pendant leur conversation, il avoue être Hyde. Il se moque d'elle avec cruauté et la prévient qu'elle n'a aucune idée de ce qui va se passer ensuite. De retour à Nevermore, la directrice Wims estime que sa patience est épuisée. Elle exclut Mercredi de l'académie et lui ordonne de préparer ses affaires, car elle sera renvoyée chez elle dès le lendemain. Mercredi implore qu'on lui laisse plus de temps pour prouver que Tyler est bien Hyde. Plus tard dans la nuit, Mercredi se rend au poste de police pour parler à Xavier. Elle lui explique que Tyler l'a manipulé comme une simple pièce sur un échiquier et qu'elle a compris qu'il était Hyde lorsqu'elle l'a embrassé. Xavier se met en colère et demande à Mercredi de quitter Nevermore et de ne jamais revenir. Le lendemain matin, Mercredi fait ses adieux à Enid. Enid lui promet qu'elle ne l'oubliera jamais et partage une bonne nouvelle. Eugène s'est enfin réveillé à l'hôpital pendant la nuit. Mercredi dit au revoir à Bianca et aux autres membres du club Belladonna, les avertissant de rester sur leur garde, car Tyler est toujours en liberté et un danger pourrait encore surgir. Alors qu'elle se prépare à partir, Miss Thornhill lui offre un oléandre blanc en guise de cadeau d'adieu et lui souhaite bonne chance. La directrice Wims décide d'accompagner personnellement Mercredi, mais celle-ci demande d'abord à dire au revoir à Eugène. À l'hôpital, Mercredi rend visite à son ami, s'excusant de ne pas avoir été avec lui dans la grotte et affirmant qu'elle aurait dû être sur ce lit d'hôpital à sa place. Elle explique qu'elle pense que le docteur Kinbot a déclenché l'incendie dans la grotte des Hyde et manipulé Tyler jusqu'à ce qu'il échappe à tout contrôle. Mais Eugène se souvient d'un détail important. Il a vu près de la grotte quelqu'un portant un manteau noir et des bottes rouges. Mercredi réalise soudain que Miss Thornhill est la seule à porter de telles bottes. Elle retourne précipitamment à Nevermore et surprend Thornhill en train de préparer du poison. Mercredi la confronte en l'appelant Laurel Gates et lui ordonne de cesser de se cacher. Au départ, Thornhill fait semblant de ne pas comprendre, mais lorsqu'une silhouette apparaît derrière Mercredi, la vérité éclate. Ce n'est pas Tyler, mais la directrice Wims qui se révèle en se transformant depuis la forme de Tyler. Laurel, prise au dépourvu, est choquée. Wims exige sa reddition, mais Laurel injecte soudain le poison à la directrice. Wims perd connaissance et s'éteint. Puis, Laurel assomme Mercredi avec une pelle. La chose est témoin de toute la scène. Pendant ce temps, Eugène appelle Enid en visioconférence et lui révèle que la véritable coupable est Miss Thornhill. Il lui explique également que Mercredi et la directrice Wims sont partis pour tenter de l'arrêter. Soudain, la chose fait irruption dans la pièce et en panique, informe Enid que la directrice est disparue et que Mercredi a été enlevée et retenue dans le tombeau de Crackstone.
Enid et Ajax se précipitent vers le tombeau, tandis qu'Eugène bondit de son lit d'hôpital pour participer au sauvetage de Mercredi. Sous la lumière de la lune sanglante, Mercredi reprend conscience dans le tombeau de Crackstone, attaché au plafond par des chaînes. Laurel ordonne à Tyler de l'attendre près de la barque, puis commence à dévoiler à Mercredi son plan grandiose pour détruire Nevermore. Laurel révèle qu'elle est descendante de Crackstone et qu'elle utilise des parties du corps des victimes de Hyde pour le ramener à la vie. Elle explique que Goody Adams a non seulement ôté la vie à Crackstone il y a plusieurs siècles, mais aussi maudit son âme et l'a scellée dans le tombeau. Pour réveiller Crackstone, elle a besoin du sang d'un descendant direct de Goody. Mercredi, en tant que descendante vivante, est la clé de tout. Laurel a minutieusement planifié le moment, prévoyant de ressusciter Crackstone sous la lune sanglante. Pendant ce temps, le shérif transporte Xavier, accusé à tort, vers la prison, mais son assistant l'appelle pour l'informer que la mère d'Eugène a signalé des événements étranges à Nevermore. Comme toutes les voitures de police sont hors service, le shérif décide de se rendre lui-même à l'école pour vérifier la situation. De retour au tombeau, Laurel traîne Mercredi jusqu'au seau sur la tombe de Crackstone et lui entaille la paume. Le rituel réveille Crackstone, qui jure de se venger sans pitié. Mercredi tente de l'arrêter, mais il la paralyse avec son sceptre. Il l'appelle Goody Adams et la frappe à l'abdomen avant de s'éloigner. À ce moment, l'esprit de Goody apparaît devant Mercredi et lui révèle comment vaincre Crackstone. Selon Goody, elle doit enfoncer une épée spéciale dans le cœur de Crackstone. Elle conseille d'utiliser le médaillon que sa mère lui avait offert, qui permettra à Goody de passer à travers Mercredi pour soigner ses blessures, mais après cela, Mercredi ne reverra jamais Goody. Ajax conduit Enid à la bibliothèque Belladonna. Enid est surprise de découvrir qu'Ajax fait partie du club. Elle montre aux élèves un dessin prophétique où Mercredi et Crackstone se tiennent sur la cour de l'école en feu. Le groupe décide d'évacuer immédiatement tous les élèves. Bianca choisit d'utiliser ses pouvoirs de sirène pour une évacuation discrète. Enid prend volontairement la chose avec elle et se dirige vers le tombeau à la recherche de Mercredi. Alors qu'Enid traverse la forêt sous les rayons de la lune sanglante, elle commence pour la première fois à se transformer en loup-garou. Dans la scène suivante, le shérif arrive dans la forêt, suivant le téléphone de son fils Tyler. Il laisse Xavier enfermé dans la voiture et continue à pied. Une fois qu'il est parti, la chose apparaît dans la voiture et libère Xavier. Mercredi, désormais rétabli, court à travers la forêt pour tenter d'arrêter Crackstone, mais Tyler se dresse sur son chemin. Il se transforme en Hyde et l'attaque. Au moment crucial, Enid intervient et affronte Tyler pour protéger Mercredi. Mercredi continue de se diriger vers Nevermore pour stopper Crackstone. Tyler domine presque Enid, mais le shérif arrive et tire sur son fils. Quand Tyler se jette sur lui, Enid le protège et neutralise le monstre. Elle redevient humaine juste au moment où la chose la retrouve. Le shérif découvre Tyler inconscient, étendu parmi les feuilles. Pendant ce temps, Crackstone fait irruption à Nevermore et détruit tout sur son passage. Mercredi revient à l'école, armé de l'épée de son père Gomez, prête à affronter Crackstone dans le combat final. Xavier apparaît et tire une flèche sur Crackstone, mais ce dernier, grâce à sa magie, dévie la flèche vers Xavier. Mercredi se place pour le protéger et reçoit la flèche dans l'épaule. Mercredi attaque Crackstone, mais son épée se brise immédiatement, et Crackstone la paralyse avec son sceptre, prêt à porter le coup fatal. Bianca surgit alors et enfonce son épée dans Crackstone. Profitant de la distraction, Mercredi saisit un fragment de son épée brisée et le plante dans le cœur de Crackstone. Ce dernier s'embrase et se réduit en cendres, ne laissant derrière lui qu'une bague. Laurel tente de tirer sur Mercredi, mais Eugène intervient en dirigeant ses abeilles contre elle. Mercredi s'avance et neutralise Laurel. Nevermore est enfin en sécurité. Enid et le groupe d'élèves évacués voient Mercredi sortir de l'école et se précipitent vers elle. Enid la serre dans ses bras et pour la première fois, Mercredi lui rend son étreinte. Plus tard, Lurch charge les affaires de Mercredi dans la voiture pendant qu'elle finit d'écrire son roman. Les cours à Nevermore sont annulés jusqu'à la fin du semestre. Mercredi remercie Bianca pour son aide. Bianca répond que leur revanche d'escrime devra attendre l'année prochaine. Mercredi retrouve aussi Xavier à l'étage de l'école et lui dit qu'elle est heureuse de le revoir libre. Xavier la remercie d'avoir pris la flèche pour le protéger et lui offre un cadeau d'adieu, un smartphone avec son numéro déjà enregistré. Sur le chemin du retour, Mercredi est assise à l'arrière de la voiture familiale. Son nouveau smartphone vibre et reçoit une série de messages d'un expéditeur inconnu, indiquant qu'il la surveille. Ailleurs, un camion blindé roule sur l'autoroute avec Tyler attaché à l'intérieur. Soudain, Tyler se réveille et commence à se transformer à nouveau en Hyde.